Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter du sujet qui est susceptible de tomber au bac ou pas. C'est celui qui porte sur la Chine et le Japon, à savoir leurs ambitions mondiales et leur concurrence régionale. L'idée étant de vous amener à réussir le plus possible en vous donnant le plus de choses. On va commencer donc par une présentation de la question et de son intérêt. Ensuite, on va aborder finalement ce qui fait le cœur du sujet, avec des définitions qu'il vous faudra réintégrer. Et puis, par le biais d'un plan en 3 parties, on va traiter le sujet à la manière d'une composition. Et on terminera en vous présentant, finalement, des conseils qui vous permettront de réussir le mieux possible l'épreuve et donc d'aller prendre un maximum de points. D'abord, la première question qu'on va voir, c'est celle de la mondialisation. C'est-à-dire qu'il est impossible de traiter le moindre sujet en géographie sans avoir une connaissance même relative de ce qu'est la mondialisation. Qu'est-ce que la mondialisation? C'est un processus continu et en constante évolution. Qui met les acteurs en interdépendance et qui finalement crée un réseau à l'échelle globale. Ces acteurs vont fonctionner avec un principe simple. Ils vont aller chercher les avantages qu'ils ont à trouver partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle la recherche d'avantages comparatifs en termes de qualité, de coût ou de prix. Avec cette définition, vous avez déjà la possibilité d'intégrer littéralement la confrontation Chine-Japon dans la mondialisation des échanges. Une fois que vous avez fait ça, on peut aller un tout petit peu plus loin dans la définition de mondialisation. La mondialisation, c'est un processus de nature spatiale. Ça veut dire que ça a eu un impact littéralement sur l'espace. Et ça prend en compte l'espace. Ça crée un système à l'échelle du monde. C'est pour ça qu'on parle de mondialisation. Et ça entraîne finalement l'émergence du monde dans lequel on va trouver la Chine et le Japon. L'autre chose à considérer, c'est le fait que la Chine et le Japon sont finalement en train d'utiliser le même système économique. Et là, c'est la deuxième dimension à avoir dans un coin de sa tête, c'est que la mondialisation, c'est un processus d'expansion du capitalisme libéral. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis les années 90 et la chute de l'URSS, le capitalisme libéral s'est imposé. Et tous ces acteurs aujourd'hui pratiquent le même système économique. Enfin, la dernière chose à considérer pour aborder le thème du jour, c'est justement de considérer l'Asie, la Chine et le Japon sous l'angle de la généralisation des échanges entre les différentes parties de l'humanité. C'est-à-dire que c'est créer finalement une société pertinente à l'échelle du monde. Vous allez avoir les mêmes habitudes de consommation, vous allez souvent trouver les mêmes produits en Asie, en Chine, au Japon et ailleurs. Toutes ces dimensions de la mondialisation permettent justement d'approcher la question de manière plus riche. Pour les autres parties finalement qui font la confrontation entre la Chine et le Japon, il vous faut maîtriser 3 autres définitions. La première, c'est la géopolitique, c'est-à-dire l'étude des relations, rapports de force et tensions entre acteurs, à une échelle donnée sur un territoire délimité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il faut que vous sachiez finalement quels sont les points de tension entre la Chine et le Japon, dans un espace, soit l'Asie, soit le monde. Et là, vous avez compris toute l'essence de la géopolitique. C'est donc le récit et l'analyse des tensions, des conflits, des rapports de force, finalement, à une échelle donnée. Ensuite vient la question de la puissance, c'est-à-dire la capacité de la Chine ou du Japon à imposer, par l'influence ou la contrainte. On parlera de hard power pour la contrainte et de soft power pour l'influence. Ses intérêts au reste du monde. Vient ensuite la dernière définition à maîtriser, c'est celle de l'intégration, c'est-à-dire un processus d'unification des politiques économiques et publiques entre différents acteurs. De manière simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on lève les tarifs douaniers, qu'on lève les barrières tarifaires et qu'on utilise les mêmes normes, qu'on enlève les normes. En clair, on limite le plus possible les barrières, les frontières entre les acteurs, et donc il y a plus d'échanges, il y a plus de flux de toutes sortes. Et c'est ça qui fait le processus d'intégration. À côté de ça, et parce que c'est une donnée qui n'est pas négligeable non plus, puisque vous avez à travailler Shanghai en ville mondiale, avec New York, et parce que Tokyo est au cœur finalement de la mondialisation, il sera important de réinjecter l'idée de ville mondiale dans la confrontation entre les deux. Une ville mondiale, ville globale, ville monde, ce sont des villes qui exercent des fonctions stratégiques à l'échelle mondiale. C'est des villes qui vont finalement organiser les flux en fonction de ça. Ce sont des pôles de commandement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de la Chine ou du Japon sans considérer d'un côté pour la Chine Beijing, Shanghai et Guangzhou, Canton, et de l'autre côté Tokyo et tout ce qu'on appelle la mégalopole japonaise. Comprendre les villes mondiales, c'est aussi finalement comprendre exactement la logique de la confrontation entre la Chine et le Japon.
Mais revenons-en plus spécifiquement à notre sujet. Une fois qu'on a présenté la Chine et le Japon, on reviendra sur donc l'essentiel, les enjeux et les conseils pour que vous réussissiez le plus possible. Première question ici, c'est de voir finalement les dynamiques de ces espaces et voir finalement comment on va avancer pour la Chine et le Japon. Ici, l'idée c'est donc de voir la confrontation du Japon et de la Chine dans le cadre du thème qui porte sur l'Asie, sur les dynamiques régionales asiatiques, et donc de voir comment cette confrontation structure l'Asie aujourd'hui. S'il y a une problématique à faire ressortir, c'est comment finalement le Japon, en tant que rivaux et partenaire, enfin, en tant que rival et partenaire de la Chine, se retrouve aussi en concurrence à l'échelle globale. En clair, on va vous demander de réfléchir à la confrontation entre les deux, qui finalement est à la fois un partenariat et une rivalité. Pour ça, je vous propose 3 axes. Ces 3 axes, ils sont simples. On va d'abord voir que le Japon et la Chine sont 2 puissances régionales en concurrence frontale, pourtant partenaires. On va voir ensuite que ce sont 2 puissances à l'échelle mondiale qui se confrontent, qui ne s'affrontent pas forcément. Et puis on va voir les limites à l'expression de la puissance de la Chine et du Japon. D'abord, dans une première partie, on verra que ce sont des rivaux économiques. Donc c'est là où vous allez faire étalage de chiffres et vous allez confronter les PNB, les RNB. C'est là où vous allez littéralement présenter ce qui fait la puissance économique de ces 2 rivaux et revenir sur leur modèle de développement économique. Je pense notamment à la stratégie du vol d'oies sauvages japonais. À côté de ça, dans un deuxième temps, pour montrer l'opposition régionale et la concurrence frontale de ces 2 États, vous reviendrez sur le fait qu'ils sont des rivaux stratégiques. Pensez à l'opposition qui a lieu au niveau des îles Senkaku. C'est-à-dire c'est des îles qui sont revendiquées par les 2 acteurs. Et puis il n'est pas rare de voir les 2 marines chinoises et japonaises se faire face. Une fois qu'on a présenté la rivalité économique et stratégique du Japon et de la Chine, le 3e temps de cette première partie nous amènera à réfléchir à la relation forte qui existe pourtant entre les 2. Il y a une vraie relation d'interdépendance entre la Chine et le Japon à l'échelle régionale, et ce sont les premiers partenaires de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que dans la zone, il n'y a aucun autre État qui échange plus que ces 2-là réunis. En clair, ce sont 2 partenaires. Or, si vous êtes partenaires et en même temps rivaux, bah, vous n'allez pas forcément en conflit. Et c'est là où justement repose tout l'intérêt justement de la séquence. Une fois qu'on a présenté la rivalité et le partenariat à l'échelle régionale, on change d'échelle, on passe à l'échelle du globe. Et on regarde comment Japon et Chine sont 2 puissances aux ambitions mondiales. D'abord, on va voir la Chine. On va présenter la Chine et sa montée progressive en termes de puissance. Là-dessus, n'hésitez pas à réinvestir une partie des choses que vous avez vues en histoire, à minima, c'est-à-dire de manière intelligente. Montrer finalement l'apport des politiques de réforme et d'ouverture de Deng Xiaoping jusqu'aux stratégies menées par Xi Jinping avec la logique du rêve chinois. En clair, vous présentez la puissance globale chinoise qui est aujourd'hui la seule rivalisée avec les États-Unis. Deuxième temps, et là on s'amuse un peu plus, on passe sur le Japon. Le Japon, on le présente comme un acteur économique majeur à l'échelle globale. C'est la 3e puissance économique mondiale aujourd'hui, mais c'est un nain géopolitique. C'est-à-dire que qui a le souvenir d'avoir vu des soldats japonais déployés sur un terrain d'intervention? Bah justement, en tant que soldat, personne, à part pour faire de l'humanitaire. Vous êtes face ici à un acteur qui peine à faire face à la rivalité chinoise, mais aussi nord-coréenne, et qui donc est littéralement en deçà de la Chine. Et pourtant, ce qui va les rassembler, c'est le rayonnement culturel. C'est un rayonnement culturel différent qu'il vous faudra décrire. Pour le Japon, c'est ce qu'on appelle le Cool Japan. C'est la capacité finalement à diffuser un modèle et à rendre le Japon attractif. Vous avez tous lu les mangas, vous savez tous ce qu'est Totoro. Éventuellement, vous avez déjà mangé des sushis, vous avez donc une idée de ce qu'est le Cool Japan. Haruki Murakami, ça vous parle. De l'autre côté, vous avez une Chine qui est dépourvue de ça et qui est toujours vue comme agressive, lointaine, distante, polluée. Et c'est ce que Xi Jinping, le président chinois, essaie finalement de remettre en cause, avec l'idée justement d'une Chine attractive. Cette idée, il l'a construite autour de ce qu'on appelle le rêve chinois, qui est finalement une relecture du rêve américain,
ou comment faire de la Chine un pays attractif avec une image positive. Tout ça, ça se traduit par des investissements massifs dans le cinéma, notamment américain, dans des réseaux de salles, mais aussi dans tout ce qui est divertissement, loisirs et sport. Il n'est pas étonnant de voir par exemple autant de millions d'euros déversés dans ce qu'on appelle la Chinese Super League en foot. On est dans cette logique-là. Créer du divertissement, mais créer aussi une image positive de la Chine. Une fois donc qu'on a vu les ambitions mondiales chinoises et japonaises, qu'on les a confrontées, il faut revenir sur les limites de ces deux puissances. D'abord, elles partagent une limite commune, c'est le vieillissement. Si les Japonais sont aussi forts en matière de robotisation, c'est parce qu'ils anticipent le vieillissement de leur population. Et pour la Chine, ce vieillissement il est problématique aussi, puisque les retraites chinoises doivent être payées. Et aujourd'hui, ça explique en grande partie pourquoi les Chinois ont mis fin à la politique de l'enfant unique. La deuxième chose qu'il faudra voir dans ces limites à l'expression de la puissance chinoise et japonaise, c'est la durabilité de leur modèle économique. D'un côté, vous avez un vieillissement fort, et de l'autre côté, vous avez un modèle de développement chinois qui n'est pas durable. Et donc, dans ces cas-là, il faudra considérer cette deuxième limite comme particulièrement importante. La dernière, c'est finalement ce que je vais appeler la radicalisation de leur position. Aujourd'hui, ce sont deux États qui se font face, notamment pour des logiques territoriales, et qui ne bénéficient pas forcément du même appui des États-Unis ou de la même relation avec les États-Unis, en tout cas pour le Japon. Donc il y a une crispation. Cette crispation, elle peut vite se transformer en tension, et donc le partenariat entre les deux peut être facilement remis en cause. Une fois qu'on a vu ce plan, il est temps de vous donner quelques clés pour réussir l'épreuve et pour prendre un maximum de points. La première des choses, c'est de voir les erreurs à éviter. Ensuite, je vous apporterai quelques informations en plus pour briller au moment de l'épreuve. Et puis on réfléchira à la probabilité des sujets. Première chose à éviter, étudier la Chine et le Japon séparément et pour eux-mêmes. L'approche doit être comparative et centrée, c'est-à-dire qu'il est absolument impossible de négliger justement la confrontation entre les deux. C'est essentiel de traiter cette confrontation. Dans un deuxième temps, il vous faudra systématiquement envisager cette confrontation sous deux angles. Ces deux angles, c'est à la fois leur lien, leur interdépendance, leur partenariat et leur rivalité. Ne traitez pas seulement l'un ou seulement l'autre. On va attendre à l'échelle régionale, à l'échelle mondiale, que vous soyez capable d'étudier et de les confronter en voyant à la fois leur rapport en commun et les tensions qui les opposent. Une fois qu'on a fait ça, vous êtes déjà bien armé pour aller loin et pour finalement traiter le sujet avec succès, vous valoriser et prendre un max de points. L'idée maintenant, c'est de voir ce qui peut tomber. Tous les sujets peuvent tomber, il n'y a donc pas de choix ou d'impasse à faire. Qu'est-ce qui peut tomber pour la Chine et le Japon? Il y a d'abord un seul sujet de composition qui peut tomber. C'est le sujet qui est marqué jusque-là, Chine-Japon, 2 points. Concurrence régionale, ambition mondiale. Et là, il vous faudra donc traiter ce sujet. Aucun croquis cartographique vous est proposé sur l'Asie, donc vous êtes tranquille de ce côté-là. Enfin, la dernière épreuve qui peut vous être proposée au bac, c'est une ECD, c'est-à-dire une étude critique de documents. En clair, 2 documents ou un seul portant sur les rapports entre la Chine et le Japon. Souvent, et même obligatoirement, ce sont des documents de nature différente. Et là, il vous faudra présenter de manière critique ces documents pour traiter le sujet. C'est les seules épreuves qui peuvent vous être proposées sur la Chine et le Japon. Vient maintenant le moment de vous donner quelques clés pour aller plus loin. La meilleure des choses, et dans toute composition ça sera valorisé, c'est d'inclure un schéma cartographique présentant les liens entre la Chine et le Japon. On a pléthore sur Internet qui sont performants. L'idée, c'est de simplifier les relations entre les deux et de montrer littéralement comment les uns et les autres fonctionnent ensemble et comment ils s'opposent, en clair, voir leurs relations et leur rivalité. Ce schéma, vous le placerez à la fin. Et là, vous serez en situation justement de performer et de réussir cette épreuve. Ayez confiance en vous et dites-vous que avec cette vidéo, Chine et Japon n'ont plus de secret pour vous.